Des livres plein les oreilles. Salut, c'est Clotilde Essay. Comment allez-vous aujourd'hui? Sujet douloureux pour commencer, je vous le dis tout de suite. Mais oui, on en parle beaucoup et oui, on n'a pas fini d'en parler. La violence faite aux femmes, des gestes les plus anodins, en évidence, jusqu'aux plus extrêmes, font, hélas, régulièrement la une des journaux. Et c'est tant mieux qu'on en parle, disent les uns, dont je suis. Non, c'est trop, disent les autres. Et moi, j'ai envie de leur dire trop quoi, trop comment. Ce qui est trop, c'est que ça existe. Et qu'on a trop souvent et trop longtemps considéré que c'était dans la normalité des choses. Aujourd'hui, il y a des mots qui ne se disent plus, il y a des gestes qu'on ne peut plus poser. Et si ces mots et ces gestes ont eu lieu ou ont encore lieu, alors ça prend des femmes courageuses pour sortir du lot du mutisme et pour condamner ces mots-là, ces gestes et les personnes dont elles émanent. Le pire, c'est que ces femmes ne passeront jamais de victimes à bourreau, elles. Elles vont rester des victimes, quoi qu'il arrive, à l'agresseur. Bref, Léa Clermont-Dion fait partie de celles qui ont parlé, et même dans son cas écrit. Et plus encore, c'est elle qui a lu à haute voix « Porter plainte » enregistré chez Bulldog. Porter plainte de et par Léa Clermont-Dion. Alors que je préparais cette émission, je viens de lire dans la Presse Plus que l'ancien journaliste Michel Venn, dont il est question dans le bouquin Porter plainte, vient d'être débouté par la cour d'appel et va devoir se remettre aux autorités très rapidement pour purger sa peine de 6 mois de prison ferme pour les accusations de contact sexuel et d'agression sexuelle à l'égard de Léa Clermont-Dion, et dont il a été reconnu coupable en 2021. L'extrait de Porter plainte, je vous préviens, est très bref, mais je vous encourage, peut-être d'ailleurs cet extrait vous encouragera-t-il à vous procurer le livre audio sur le catalogue de Nara.audio. Petit rappel ici, Nara.audio, c'est le catalogue québécois du livre qui s'écoute en langue française, que ce soit produit ici ou en Europe. Court extrait de Porter plainte de Léa Clermont-Dion, lu par elle-même. On me dit. Alors on me dit qu'il faut porter plainte, que porter plainte est périlleux, qu'on va me poursuivre pour diffamation, que les agressions sexuelles, c'est mal. On me dit qu'il ne m'a pas violée, que je l'ai sûrement cherché. Après tout, je suis malicieuse, que ce n'est pas grave, que ça va passer, qu'il ne faut pas tolérer ce genre de comportement. On me dit que me taire n'est pas digne et que parler est dangereux. On me dit de ne pas être en colère, de rester calme, qu'il ne faut pas pleurer, mais pleurer un peu paraît bien, pleurer beaucoup paraît mal. On me dit de rester rationnelle, de ne pas trop me maquiller, de ne pas faire ma radicale, de ne pas avoir l'air enragée. On me dit d'être patiente, de taire mon féminisme et de ne pas tourner de documentaire. On me dit de ne pas écrire. On me dit d'être gentille. Oui, ça commence comme ça commence très fort et je vous le recommande très fortement, ce bouquin, je vous le rappelle, signé Léa Clermont-Dion, écrit et lu également par elle-même, édité par le studio Bulldog. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités il y a quelques semaines, mais j'imagine qu'on en parle encore, du moins qu'on en parlera au moment du verdict, mais la France est secouée par un procès public, une histoire absolument sordide d'une femme qui a été droguée à son insu par son mari, puis violée et violentée par 75 hommes, voire un peu plus, pendant 10 ans de sa vie. Et elle n'en savait rien. Il a fallu que cet homme-là soit arrêté parce qu'un jour, il avait filmé sous les jupes d'une fille dans un grand magasin pour qu'il trouve sur l'ordinateur des images terribles, même de sa propre fille qui, lorsqu'elle était enceinte, a été photographiée nue, donc également. C'est une histoire terrible. On a l'impression qu'en fait, il n'y a pas un auteur qui aurait pensé à écrire une chose d'une telle violence, violée par ses voisins, par sa famille, par des gens autour d'elle qui la saluaient, et par son propre mari, bien évidemment. Ça m'a fait penser à Sambre, radioscopie d'un fait divers, de Alice Géraud. C'est lu par Christelle Valois. C'est édité par Audiolib. Et je vous laisse en entendre un extrait. Vous savez, quand une femme arrive à un procès à la barre et qu'elle doit témoigner, la plupart du temps, il se passe ceci.
soudainement jailli de sa mémoire. Elle est ici, et en 1991. Elle voudrait encore crier dans cette salle, mais sa voix s'éraille et s'éteint. Elle parle maintenant de l'homme, qui la tire dans un local à poubelle. Son visage claqué contre le mur. Les mains de l'homme sur son corps, qui glissent dans son pantalon pour tenter de le défaire. Elle égrène les minutes de terreur. Des gouttes d'eau glaciale tombent à chaque phrase sur la salle d'audience. 30 années ont passé. 30 années de silence qu'elle brise en public à cet instant. Durant ces 30 années, elle n'en a parlé ni à son mari, ni à ses enfants. Elle se retourne vers les bancs du public. Mon fils, qui est ici, ne savait pas. Après ce matin d'octobre, dit-elle encore, rien n'a plus été pareil. La vie s'est brisée à cet instant, dans ce local à poubelle. La vieille dame raconte l'existence d'après. La peur, le repli sur elle-même, l'enfermement, le refus de l'amour charnel, le sommeil perdu. De sa toute petite voix, elle dit « Cet homme a gâché ma vie. Il a tout bousillé. » Sa voix tremble avec son corps. Un silence. Le président de la cour lit maintenant quelque chose en fixant un petit écran devant lui. Des dépositions. Ces dépositions, devant différents services de police. Elle ne le sait pas. Le président continue sa lecture, les yeux vissés à son écran. Il ne voit pas la détresse de la vieille dame. Il finit par relever son visage vers elle et lui dit d'une voix douce « Vos versions ont varié entre 1991 et 2018. Pouvez-vous nous l'expliquer ?» Elle ne comprend pas la question. Ou peut-être ne l'entend-elle pas? Il insiste, et la douceur de sa voix disparaît sous le souffle aigre du doute. « Madame, vous n'aviez pas dit cela à l'époque. Alors, quelle est la bonne version? Celle que vous livrez aux policiers juste après les faits, ou bien celle que vous donnez 30 ans plus tard ?» La dame s'agrippe à sa canne d'une main et s'enfouit le visage dans l'autre. Elle pleure. Le président semble ne pas s'en apercevoir. « Mettez-vous à ma place, » supplie-t-elle. Elle se retourne encore vers la salle, cherche quelqu'un du regard. « Je veux mon fils. » L'avocate générale se lève et intervient. Elle essaie de rassurer la dame. Mais le président pose d'autres questions, car des détails le chiffonnent. La vieille dame est perdue. Elle lève le visage vers son avocate et chuchote, incrédule. « Mais c'est moi l'accusé ?» Derrière elle, l'attention immobile de la salle se lézarde. Les victimes se tordent sur leurs bancs. Elles échangent des regards, dans un mélange de malaise et de colère. Une voix d'homme, le mari d'une autre victime, fend le silence. « Arrêtez ça !» Leurs avocats s'agitent. « Stop !» enjoint l'une. Mais l'audience se poursuit, imperturbable au désordre qui vient. « Je ne suis pas une menteuse !» répète la vieille dame. Derrière elle, sur la scène du théâtre des Assises, les hommes et les femmes en robe noire s'invectivent. Protestation et agitation dans les rangs des avocats des victimes. Le président suspend l'audience. Cette femme de 75 ans est la première des 56 victimes à avoir été entendues au procès de Dino Scala, dit le violeur de la Sambre, qui s'est tenu du 10 juin au 1er juillet 2022, devant la cour d'assises de Douai. Oui, madame, oui, monsieur. 56 victimes qu'il a faites, cet homme-là, en l'espace de 30 ans. Et 30 ans de silence plus tard, ça a donné ce procès et qui a été magnifiquement raconté par Alice Géraud dans ce livre « Sambre, radioscopie d'un fait divers » dont nous venons d'entendre un extrait. Ah, une petite virgule avec ça.
Allez, on change complètement de sujet avec un livre qui est déjà en lice pour le prix Jean Giono et en lice pour le prix du roman historique de Blois au moment où j'enregistre cette émission. Alors, L'île du Là-haut, c'est signé Adrien Borne, c'est lu par Xavier Baur, B-A-U-R. C'est un livre qui nous ramène à Lyon en 1948, alors que Marcel, qui a 15 ans, est atteint d'un mal que l'on dit contagieux. Lui qui a grandi sans père et qui doit aussi quitter sa mère, doit donc quitter tout cela et son quartier pour rejoindre le sanatorium de S. Là-haut, face au Mont Blanc, ce Marcel va découvrir une société à part où rôde la tragédie malgré le confort et l'abondance. C'est un lieu d'enfermement mais de liberté pour l'adolescent car dans les interstices laissés par les soins avec l'excentrique Scala et la lumineuse Valentine, eh bien, dans ce livre, c'est la vie qui palpite. Une fresque somptueuse, nous dit-on. Adrien Borne ressuscite l'âge d'or des sanatoriums et, contre l'effacement des lieux et des êtres, fait résonner les destins de ceux qui n'ont pas eu le temps de tout dire. Avant qu'il entre au sanatorium, ça c'est dommage parce que l'extrait que je vous propose, c'est le seul d'ailleurs qu'on a mis à ma disposition, c'est ça, c'est avant qu'il entre au sanatorium. Il est encore dans sa ville de Lyon. Mais j'espère que ça vous donnera quand même l'idée d'aller écouter ce livre, L'île du Là-haut, d'Adrien Borne. Sur le côté droit, en montant de la rue Humbert-Colomès, où le vent ne s'engouffre jamais, il est à l'abri. Du vent notamment. Seulement. Au moins, il ne se refroidit pas. Maman lui a demandé de faire ce genre d'effort, de ne pas se refroidir. S'il avait voulu, il aurait pu se souvenir de ce qu'il portait. Toujours le pantalon trop court et des bottines de cuir, le gilet de peau. Il fait frais déjà, c'est la fin de l'été. S'il avait voulu, il aurait pu se souvenir de ce qu'il mâchouillait. Des ânes goût anis, à 3 fois rien mais toujours trop, de la boulangère de la rue Bouvry. S'il avait voulu, il aurait pu se souvenir de l'odeur. L'herbe fraîchement fauchée du grand parc de la ville embaumait le quartier de ses arômes et de ses résidus. Le parfum doux parce que, pas à sa place, dans l'enchevêtrement noueux des ruelles et des bâtisses de Lyon. Mais il ne se souviendra pas. Comme on ne fait plus attention, par habitude, et parce que le temps mauvais vient tout chasser d'un coup d'un seul pour ne fabriquer que des souvenirs sans attache. Bourrasque a tout balayé. Est-il si à l'abri ? Et puis 15 ans, ce n'est pas un âge de souvenir. Ce n'est pas nostalgique. Pas encore. C'est le grand art du tout devant. À la manière de ce regard qu'il balance sur le 2e étage du 78 de la rue. Les fenêtres sont larges à s'y tenir tout entier debout dans l'embrasure. Il y en a 3 en enfilade. C'est là que loge son meilleur ami, avec ses parents et ses 2 sœurs. Il a 15 ans lui aussi, l'ami, Andrea. Marcel se plante sur les pavés. Il a ce rythme de balancier, fonction de la mobilité du sol sous ses pieds. C'est sa zone, son territoire, son marchepied, son tremplin, son poste. Fandango du Pays Basque. Fandango simple et fantasque. Pour te danser dans les bras d'un garçon. Une fille ne dit jamais non. L'air du temps est à Luis Mariano. La musique déborde de tous les bars du coin qui poussent la radio un peu fort, et Marcel s'en délecte. Il prend l'accent, il en rajoute. Si maman l'entendait, elle trouverait à redire. Mais maman ne l'entend pas. Il n'y a qu'Andrea pour l'entendre. Alors Marcel chante Marcel, malgré les difficultés et les ratés. Selon l'humeur, il peut aussi se contenter de siffler. Mais ce n'est pas simple, rien qu'en passant la bouche, de couvrir le bruit de la rue. Il y a du passage par ici. Ils se connaissent depuis longtemps et même toujours, Andrea et lui. 2 pavés pour 2 pieds, ou 2 garçons. 2 garçons. Du commun de chez banal. Rien qui dépasse. Marcel et l'autre tout comme lui. Le cœur y est dire. Il a eu le droit de sortir. Maman a dit oui sans ajouter le mais qui lui lime le cerveau et la langue. Pas tant par précaution, le mal est fait. Pressentiment seulement. Marcel appelle sa mère maman, même s'il connaît des garçons de son âge qui appellent leur mère par leur prénom. Mais c'est moche d'appeler maman par son prénom. Une manière d'aimer à distance.
C'est ce que pense Marcel, qui se garde bien de le dire, même à Andrea. Il ne faut pas pousser sur les confidences. 15 ans, l'âge de bon ton du pas tout entier. La voix de Xavier Born sur cet extrait de L'île du Laos signé Adrien Born, un livre dont on aura l'occasion de reparler, j'en suis intimement convaincu, avec, espérons-le d'ici là, peut-être un extrait qui se passera dans le sanatorium parce que c'est là que se situe ce livre. Quand je fais des recherches pour cette émission-là, puis j'en fais énormément, j'adore ça, tomber tout d'un coup sur un nouvel éditeur de livres audio. Et celui que j'ai trouvé récemment s'appelle Cascade et c'est un éditeur de livres audio belge. Je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre, hélas, sur ce joueur belge, mais ce que je sais, c'est que je sais comment on peut se procurer les 25 ou 26 livres qu'on retrouve actuellement dans le catalogue. Alors, si cela vous intéresse, on écrit Cascade, plus le titre du livre, plus livre audio. Et là, vous allez tomber sur ces 25 titres-là, dont j'ai sorti pour vous Les âmes féroces, d'abord, de Marie Vintras, ou Vintras, ça s'écrit Vintras, et c'est lu par un collectif de jeunes comédiens belges, je l'imagine aussi. Alors, on est là avec une jeune femme qui est prénommée Léo, qui ne rentre pas par une belle nuit de printemps. Léo ne rentre pas, Léo ne revient pas, et Léo ne reviendra pas. La shérif Lorraine Aublair découvre son corps au milieu d'iris sauvages. Et soudain, autour de cette mort de cette jeune femme, les âmes féroces tissent plusieurs destinées. Pour élucider un mystère, oui, mais lequel? Celui de Léo, oui, peut-être, et de ses silences, mais celui aussi de Lorraine, coincée dans une belle petite ville qui ne la prend pas au sérieux. Et puis il y a aussi Benjamin, il y a Seth et les autres. Les gens de Merci qui pensent tous se connaître et en savent si peu sur eux-mêmes. C'est un bouquin envoûtant, surprenant, d'une grande ampleur romanesque, Les âmes féroces, qui traquent la part d'ombre de chacun d'entre nous. Puis on ne sera pas loin du thème de ce début d'émission, extrait. Ici, la nuit est belle. Pas d'enseigne à profusion pour attirer les touristes, pas de néons déréglés qui clignotent, pas de lumières artificielles qui absorbent celles des étoiles. Seuls quelques lampadaires curieusement disposés à intervalles irréguliers ponctuent son chemin. Elle avance de tache de lumière en tache de lumière et, de l'une à l'autre, elle disparaît presque entièrement. Elle est alors exactement ce qu'elle paraît être. La fille qui glisse le long des murs, calme, discrète. La fille qui s'efface, la fille qu'on oublie. Elle est celle qui emballe les courses au supermarché, celle qui rend la monnaie, celle qui garde les enfants. Elle est celle qui écoute toujours en classe, même si parfois son esprit s'échappe au-dessus des toits jusqu'à cet océan qu'elle n'a jamais vu. Elle est celle que tous pensent connaître parce qu'ils savent son prénom et le nom de ses parents. Ils ont échangé quelques mots, elle a peut-être même esquissé un sourire en les croisant. Elle était là hier, elle sera là demain, se disent-ils, parce qu'ici, rien ne change, c'est ce qui fait tout le charme de cette ville. Pourtant, personne ne voit à quel point cette fille frémit. Elle n'est en réalité qu'un long frémissement, un corps qui tressaille, une douleur lancinante dans la poitrine et cette question qu'elle voudrait crier à tous ceux qui l'approchent. Savez-vous seulement qui je suis ? Printemps. Je n'ai rien vu venir. Rien dans l'air n'avait changé. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, aucun indice. Une vie en moins, ça ne fait pas dévier la marche du monde. À cet instant, tout ce que je me demandais, c'était à quel endroit je pourrais emmener Janice quelques jours pour lui changer les idées, et il ne me venait qu'une envie de péché qui n'allait pas lui plaire. À vrai dire, je ne sais jamais vraiment ce qui pourrait la satisfaire. Quand je me risque à lui poser la question, elle me répond « Tu le sais bien !» Et moi, ce que je sais, c'est que régler ce problème-là n'est pas dans mes cordes, alors je lui mens en lui disant qu'on trouvera une solution.
Si la lâcheté est un défaut masculin, Dieu s'est bien fourvoyé avec moi. J'étais dehors, profitant du soleil dont mon bureau sans fenêtre me privait, les yeux fermés juste assez pour laisser passer un ray de lumière, et j'essayais de respirer profondément. Inspiration en gonflant le ventre au maximum, puis expiration le plus lentement possible en laissant s'échapper un monocorde comme le sifflement d'un serpent. La colère était censée s'éloigner, et si Janice y croyait, ça m'allait aussi. J'ai laissé le soleil me réchauffer doucement, je me sentais presque bien. Il était 15 heures, nous étions le 26 avril 2017. La date restera gravée dans ma mémoire, à moins qu'elle ne soit chassée par une autre date, pire encore. Avec le genre humain, on n'est jamais sûr de rien. J'ai inspiré puis expiré encore 2 fois, et quand j'ai rouvert les yeux, des gamins passaient à vélo en rigolant. « La shérif roupille! La shérif roupille !» a crié le plus petit. J'ai fait mine de sortir mon arme, et il a rigolé de plus belle. C'est comme ça que ça se passe ici. Les gens font semblant d'avoir peur, et ils peuvent faire semblant parce qu'il ne se passe jamais rien. À croire que la criminalité s'est arrêtée un jour aux portes de la ville, a pesé le pour et le contre, et s'est dit que finalement ça n'en valait pas la peine, qu'il n'y avait pas assez de potentiel sur place pour perdre son temps. C'est une vraie bizarrerie du comté, cette ville, sans même un sac arraché dans la rue. Et non, ce n'est pas du Stephen King. Ça a été écrit par Marie Vintra, Les âmes féroces, lu, je l'imagine là, par Clémentine Domptail ou Domptail, je ne saurais trop comment le prononcer, Domptail. Et je vous rappelle que c'est sorti de chez Cascade, éditeur de livres audio que je ne connaissais pas en Belgique. J'y ai aussi trouvé ce livre qui est français, du moins l'auteur est français, si je ne m'abuse, à moins qu'il soit belge. Tiens, je ne vais pas aller vérifier ça. Non, je pense qu'il est français. Jean-Paul Dubois, qui a écrit plusieurs livres qui ont très bien fonctionné, mais celui-ci s'appelle « L'origine des larmes ». On est avec Paul. Quelle histoire incroyable. Paul a commis l'irréparable, il a tué son père. Bon, seulement voilà... Quand il s'est décidé à passer à l'acte, Thomas Lansky, son père, était déjà mort, de mort naturelle. Alors il ne faudra rien de moins qu'une obligation de soins pendant 1 an pour démêler les circonstances qui ont conduit Paul à ce parricide dont il n'est pas vraiment l'auteur. L'origine des larmes, voilà, c'est le récit que Paul confie à son psychiatre, l'histoire d'un homme blessé qui voue une haine obsessionnelle à son géniteur coupable à ses yeux d'avoir fait souffrir sa femme et son fils tout au long de leur vie. C'est l'apprentissage de la vengeance, en quelque sorte un mélange d'humour et de mélancolie, ce roman qui peut se lire comme une comédie noire ou comme un drame burlesque, ou les deux à la fois. Je vous laisse en juger avec cet extrait de L'origine des larmes de Jean-Paul Dubois. Mon père, Thomas Lansky, est mort voilà 2 semaines à l'hôpital général de Montréal à l'âge de 82 ans. Mutique, paralysé, il a passé la dernière année de sa vie dans cet établissement. Après son décès, son corps a été conservé durant 6 jours dans le dépositoire de cette institution. Lorsque j'en ai été officiellement informé, j'ai pris l'avion pour le Canada afin de faire rapatrier sa dépouille et régler les démarches administratives auprès du consulat de France à Montréal. La semaine dernière, lui en soute et moi en cabine, avons embarqué sur le vol Air France AF 349 à destination de Paris. 48 heures plus tard, débarqué à l'aéroport de Toulouse et transféré nuitamment, le corps de mon père a été déposé dans une morgue de banlieue, vissé dans un ancien abattoir réhabilité, proche d'un des centres hospitalo-universitaires de la ville. Durant le vol de Montréal à Paris, une dame assise à mon côté est morte pendant le trajet. Émergeant dans la pénombre climatisée d'un sommeil qui paraissait paisible, sa tête s'est tournée vers moi, semblant vouloir saisir une idée qui la fuyait, puis a pris une lente inclinaison vers l'avant et c'était fini.
Le personnel de bord a signalé que le vol allait devoir dévier de sa trajectoire et faire une escale technique pour se poser au cœur de la nuit à Shannon, dans le comté de Clare, en Irlande. Sans en préciser le motif, mais insistant pour que chacun demeure à sa place. C'est là que le corps fut débarqué sur une civière. L'éclairage au sodium du tarmac surlignait la silhouette des hommes qui s'affairaient autour de l'ambulance, portes grandes ouvertes. Ils rangeaient calmement leurs accessoires comme les remballes des ouvriers à la fin de leur journée. À cet instant, j'ai songé à la famille de cette passagère qui, à cette heure-là, blottie au creux d'un autre fuseau horaire, dormait encore dans la quiétude de l'ignorance. Le fait que j'ai fréquenté plus de morts que de vivants durant ma vie a sans doute contribué à ce que cet événement, pourtant rare dans un avion de ligne, ne m'ait pas surpris ni bouleversé outre mesure. Dans la soute, je suis convaincu que Thomas, lui, a dû s'amuser de la situation en voyant son fils sans qualité côtoyer au plus près une nouvelle fois un corps sans vie. Dans notre famille et dans l'entreprise Stramentum qu'elle dirige, il faut bien convenir que la mort est sans conteste notre égérie, notre actionnaire principal, que je suis le fade héritier de cette firme macabre et très certainement aussi le continuateur de la sombre génétique qui l'inspire. Je m'expliquerai longuement là-dessus. En attendant ceux qui doivent venir, j'écoute avec attention le bruit régulier de l'eau ruisselant dans les chenaux, je respire le pétrichor, cette odeur froide, organique, de la pluie se mêlant à la terre, et regarde passer les heures qui, elles aussi, avec lenteur, s'écoulent. Parfois, il m'arrive de me dire que je ne vaux peut-être pas mieux que mon père, ce Thomas Lansky-là, si tant est que cet infâme nom fût véritablement le sien. C'est du Jean-Paul Dubois, ça s'appelle L'origine des larmes, c'était lu par Florent Schepp, du moins, tout le livre évidemment, et l'extrait que nous venons d'entendre. Voilà, c'est ce qui met fin à cette première partie de l'émission des livres plein les oreilles, mais restez des nôtres parce que dans quelques secondes, je vais accueillir Gérald Cousineau. Tout nouveau livre audio, tout chaud, le roman d'Olivier Guèze, Mésopotamia, lu par Virginie Ledoyen dans sa version commerciale. C'est le livre que Gérald Cousineau a écouté pour nous cette semaine. Il vient nous en parler dans quelques secondes. Et au chapitre des nouveautés francophones, à l'émission des livres plein les oreilles, je vous présente aujourd'hui 2 titres, dont un jour d'ailleurs Gérald nous parlera certainement, soit Jarakanda de Gaël Faye et La ville verticale de Félicia Vitti. Salut Gérald. Salut Clotilde. Alors, Olivier Guèze, Mésopotamia. Oui, je dirais tout de suite que Olivier Guèze, j'ai bien aimé un livre qu'il a publié en 2017 et qui s'appelait La disparition de Joseph Mengele. Oh oui. Livre qui avait obtenu le prix Renaudot. Et je l'ai écouté 3-4 fois. C'est fait comme un roman policier. En tout cas, c'est un très, très, très bon livre. Alors, et j'avais lu autre chose de Guèze. Alors, quand j'ai vu Mésopotamia, pourquoi pas. Hein? Qui me semble être aussi un roman magistral. Hein? En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Oui, c'est et aussi un formidable roman historique. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette période, c'est assez complexe, hein, le début du 20e siècle, la situation au Proche-Orient, au Moyen-Orient, là, oh là là. Ça a toujours été complexe et ça l'est toujours d'ailleurs. Oui, c'est ça effectivement, 100 ans plus tard, c'est toujours difficile dans ce coin du monde. Mm-hmm. Alors, Mésopotamia, bien sûr, la Mésopotamie, alors livre paru cette année, et on parle d'abord et avant tout d'une dame que je ne connaissais pas du tout, et je pense ne pas être le seul à ne pas la connaître, Gertrude Bell. On est 2. B-E-L-L. Mm-hmm. Elle est née en 1868 dans une famille très riche de Grande-Bretagne.
Et cette femme va aller à Oxford. Il n'y avait pas beaucoup de dames à Oxford à l'époque, hein, mais elle savait déjà un peu ce qu'elle voulait faire. Elle ne voulait pas faire comme les autres. Pour elle, pas question de se marier, d'avoir des enfants et d'attendre le mari le soir. Non, pas du tout. C'était pas sa tasse de thé. Ah, ça tombe bien, cette tasse de thé en Angleterre, hein, c'était une institution. Alors cette dame, donc Gertrude Bell, bien sûr, elle n'a pas à se casser la tête pour le travail, parce que, je l'ai dit, elle vient d'une famille très riche. Alors, elle va aller, elle va étudier l'archéologie à Oxford, la diplomatie, si tant est que ça s'apprend, donc le domaine politique. Elle est aussi écrivaine, et elle a écrit, et elle va devenir aussi espionne. Comme d'ailleurs son bon ami Laurence, celui qui est devenu célèbre. Oui, Laurence d'Arabie. Mais oui. Thomas Edward, Laurence, mais on l'oublie, mais c'était aussi un espion. Oui. Alors donc cette dame va Et ils se connaissaient, ils s'étaient amis. Oui, ils étaient amis, depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, vous me faites bien de m'arrêter. Tu fais bien de m'arrêter parce que je pense que l'extrait va nous faire il esquisse bien le personnage de Gertrude Bell. Oui, c'est vrai que comme vous, hein, j'ignorais tout de cette Gertrude et j'ai très envie de me procurer ce bouquin-là, extrait donc de Mésopotamia d'Olivier Guèze, dont nous parle aujourd'hui à l'émission Des livres plein les oreilles, Gérald Cousineau. Charles entame son discours, et tandis qu'il remercie ses parents et rend hommage à la sublime Molly, Gertrude bouillonne soudain de rage. Une vague de colère la submerge. Contre William, ce trop beau garçon au sourire enjôleur, dont l'aisance, les cheveux huilés et le plastron scintillant l'insupportent. Contre ce vieux cochon d'Édouard et ce repas interminable, ces plutocrates qui singent la vieille noblesse anglaise, et ces aristocrates qui se profanent devant les parvenus, contre ces gens et leurs faux semblants, cette bonne société si satisfaite d'elle-même, où elle ne trouve pas sa place. Il lui donne envie de repartir sur le champ, vers ceux chez qui elle a trouvé du réconfort, une certaine sérénité et la joie de vivre, ces dernières années. Les Arabes. C'est en étudiant leur langue à Jérusalem, en 1900, qu'elle a fait le deuil de Kédogan. C'est le long du Jourdain, dans les plaines du Oran, et les montagnes rouges de Pétra, chevauchant sous des ciels zébrés d'étoiles ou de pâles nuages pastels, qu'elle a découvert la liberté. C'est dans leur désert qu'elle a rencontré ses pareils, les nomades, des hommes insensibles à l'effort et inaccessibles, romantiques, rebelles et conservateurs, les Bédouins. Alors, mais quelle est-elle partie faire dans cette galère? Je vous rappelle qu'à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, en Angleterre, c'est la révolution industrielle. Et là, on commence à découvrir le pétrole. Et comme par hasard, il y en a au Proche-Orient, en Mésopotamie, il y en aurait beaucoup. Alors, l'Angleterre, vous savez que l'Angleterre, à ce moment-là, est le plus gros empire du monde. On calcule que vers 1900, au début du 20e siècle, l'Empire britannique dominait régnait sur le quart de la planète et le tiers de l'espèce humaine. Donc, le plus grand empire que la planète ait vu, c'était l'Empire britannique, donc au début du 20e siècle. Alors, c'est dans cet empire-là que va fonctionner, entre guillemets, notre amie Gertrude Bell. L'extrait en parlait. Elle va s'intéresser de plus en plus aux Arabes. Elle va apprendre l'arabe, d'ailleurs, et le persan. Parce que, je vous dis tout de suite, le roman se promène beaucoup, mais beaucoup, entre 1892, au moment où elle a 23-24 ans, et 1926, au moment où elle meurt. On se promène quasiment d'un chapitre à l'autre. Alors, un chapitre, c'est 1916, le chapitre suivant, 1904, on revient à 1920. Donc, il faut vraiment porter attention parce qu'on mène beaucoup. Mais je pense que c'était l'intention d'Olivier Guèze. Donc, on se promène beaucoup. Et plus ça va, plus cette dame va s'intéresser à la diplomatie et va travailler pour le gouvernement britannique à essayer de redessiner le Moyen-Orient. C'est quand même quelque chose. Et elle va devenir effectivement la femme la plus influente de l'Empire britannique vers 1920, donc au début du 20e siècle. Et pourtant, c'est pas facile. Elle a beau venir d'une famille riche, elle a beau avoir connu la société victorienne, tout ça, on la jalouse. Il y a même un charmant monsieur qui va dire c'est une femme remarquablement intelligente avec le cerveau d'un homme. Il a ajouté ça, bien sûr. Et un médecin à l'époque, incroyable mais vrai, un médecin à l'époque disait que les débats intellectuels étaient nocifs à la santé des femmes.
Oui, C'était oui. dangereux pour leur caractère reproducteur. Ah Et oui, aujourd'hui, oui. on en rit aujourd'hui, mais c'était comme ça. Ah, Donc, cette femme-là, elle a osé aller à Oxford et elle va oser toute sa vie incroyable. dire ce qu'elle pense, penser par elle-même. Mhm, Et elle fumait comme une cheminée, et déjà aussi, une femme qui fume, c'était pas très bien ouais. vu. Alors, elle fume comme une cheminée, elle apprend des langues, et là, elle a vraiment le coup de foudre pour, je dirais pas juste pour les Arabes, mais pour les paysages, Ouais. le Le désert, désert, oui. le silence, parce qu'elle vivait dans un monde de bruit, elle était toujours entourée de gens. Là, elle découvre, et là, elle va comme faire des choses qu'aucune femme n'avait faites avant elle. Elle va se risquer sur des pistes en chameau avec des bédouins. Elle a vraiment le coup de foudre pour ce peuple. Et elle va d'ailleurs mourir à Bagdad, parce OK, que vous savez OK. que Bagdad a été conquis par les Britanniques en 1917, et on disait que les Anglais étaient les premiers Occidentaux à conquérir Bagdad depuis l'empereur romain Trajan. Alors, ce qui faisait dire, bien sûr, à notre ami Gertrude que les Anglais étaient vraiment un peuple formidable. Ah. Effectivement, ils étaient partout sur la planète. Donc, ils vont conquérir Bagdad, mais plus ça va aller dans le temps, plus Gertrude Bell va se rendre compte que non, les choses changent, les alliances se font et se défont entre Allemands, Britanniques et Français. C'est pas facile de jouer des espions là-dedans. Un jour, le roi est d'accord, le lendemain, il ne l'est pas. Je parle du roi de... Parce que la Mésopotamie va finir par s'appeler l'Irak. Alors, il y aura un roi, Faisal, qui devient le roi de l'Irak, mais avant, c'était la Mésopotamie. Et bien sûr, il s'agit de jouer avec ceux qui peuvent nous aider. Donc, les alliances vont changer, effectivement. Et Gertrude Bell va se rendre compte que c'est plus le monde qu'elle a connu. C'est plus tout à fait là-dedans qu'elle veut vivre. Par exemple, quand elle va à Londres, elle est déconcertée par le Londres des années folles. Après la Première Guerre mondiale, elle ne se reconnaît plus dans ce peuple-là. Et là, elle commence à avoir une nostalgie du passé, le passé qui l'avait rendu célèbre. Et puis ça va aller, puis on va faire comme le vide autour d'elle. On ne l'écoute plus, elle n'a plus d'amis, n'a plus d'alliés. Même, puis voilà, ses amis, des amis, des gens qui la côtoyaient font le vide autour d'elle. Donc, c'est difficile, de plus en plus difficile. Elle va mourir donc en 26, mais quand même, elle a laissé sa trace, elle a laissé sa marque. Parce que je trouve au moins quelqu'un, comme une femme, qui a fait ce qu'elle a fait dans ces années-là. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Pas beaucoup. Et sans vouloir porter ombrage à cette civilisation-là, mais enfin, on sait aussi, et d'autant plus que la place des femmes y était d'autant plus minime. Enfin, je veux dire, on n'accordait pas énormément d'importance non plus aux femmes, de la même façon d'ailleurs qu'en Occident, hein, on le sait. Et alors donc, quand ils ont vu arriver cette femme-là, ce petit bout de bonne femme fumeuse anglaise, ils ont quand même dû se demander, les Arabes, mais qui c'est, quoi. Effectivement, ils l'ont adoptée. C'était une exploratrice et ils l'ont adoptée assez vite. Et elle a vraiment fait changer le cours des choses? Il y a vraiment... Je me fie à l'écrivain parce qu'à la fin du roman, il y a une bibliographie impressionnante, vraiment impressionnante. Alors, monsieur était bien documenté, mais effectivement, on dit qu'elle a redessiné le portrait du Moyen-Orient dans ces années-là. Donc, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Elle s'est battue jusqu'à la fin. On se demande si une femme comme Madame Bell, Gertrude Bell, donc celle dont il est question dans ce livre Mésopotamia, on se demande si elle était de ce monde aujourd'hui, ce qu'elle aurait à dire sur tout ce qui se passe là-bas à nouveau. Et puis, un autre sujet que je n'ai pas abordé, c'est l'histoire d'amour. Elle est tombée amoureuse à plusieurs reprises, mais toujours en vain. Ça ne fonctionnait pas. Elle n'était pas à l'aise avec les hommes. Pas à l'aise du tout. Et c'est ça, le fait qu'elle soit très, très indépendante faisait peur aux jeunes gens. Parce que je l'ai dit, elle osait penser par elle-même. Elle était à 35 ans, sans enfant, pas mariée. Mais c'est pas normal. Mais elle aurait, peut-être qu'elle aurait été plus à son aise avec des femmes, mais sauf qu'à l'époque, alors surtout, ça ne serait pas fait, quoi. Parce que son ami Laurence, lui, était homosexuel, c'était connu. Mais elle, on n'aborde pas le sujet de l'homosexualité, mais effectivement, elle n'a pas eu de chance. Pourtant, elle a brûlé d'amour pour quelques hommes, mais ça n'a jamais marché. Et parmi ces hommes-là, il y a eu un homme qui était marié, et elle dit quelque part qu'elle s'était avilie
Adélie, en aimant un homme marié. Alors, vous voyez, il y avait quand même un côté prude chez elle. Elle avait peur. Elle avait peur de la réalité, de l'amour physique, des contingences du corps, comme un certain le dit, là. Donc, vraiment une femme formidable, aux mille facettes, mais qui gagne à être connue. Et je pense que grâce à Olivier Guèze, cette femme va peut-être maintenant être davantage connue et pour de bonnes raisons. Et grâce à vous, ici à Canal M, à l'émission Des livres plein les oreilles, merci pour cette bonne idée d'en avoir parlé. Je rappelle pour les gens qui iraient se procurer ce livre-là en version commerciale, paru chez Audiolib, que c'est Virginie Ledoyen qui prête sa voix. Oui, c'est bien lu. Hein? C'est très, très bien lu. Merci beaucoup, Gérald. Écoutez, les livres de la rentrée, il en pleut. Et j'ai vu que la plupart sont déjà ou seront enregistrés très bientôt. Alors, on ne manquera pas, vous ne manquerez pas d'ouvrages à écouter non, d'ailleurs, pour cette émission. Un bulletin d'une bibliothèque française. On nous dit que pour l'instant, c'est lu par une synthèse vocale, mais ce sera repris par des lecteurs humains bientôt. Bon. Mais effectivement, les livres arrivent en grand nombre. Ah oui. Et on aime ça. Non, mais on aime ça. Allez, je vous embrasse, Gérald. Merci infiniment de nous avoir présenté Mésopotamia d'Olivier Guèze. Salut, à bientôt. Au revoir. Il va falloir vous y habituer à ces noms-là, Guèze, dont on vient de parler, Olivier Guèze, mais également Gaël Faye, dont on va beaucoup parler avec ce livre qui vient de sortir. Et en audio, il existe depuis le 14 août dernier. Ça s'appelle Jarakanda. C'est déjà en lice pour le concours 2024. De quoi s'agit-il? Il s'agit de secrets qui se cache à l'ombre du Jarakanda. Qu'est-ce que le Jarakanda? C'était l'arbre fétiche de Stella. Il va falloir à un ami qui s'appelle Milan, des années pour le découvrir, des années pour percer quoi? Pour percer les silences du Rwanda, dévasté, comme vous le savez, après le génocide des Tutsis. Alors, ce que fait Gaël Faye dans ce livre-là, c'est qu'il rend leur parole aux disparus, aux jeunes gens qui échapperont, entre autres aussi, à la solitude, à ces jeunes gens qui vont trouver la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. On parle là, bien sûr, des gens qui ont survécu sur 4 générations, avec une douceur qui lui est propre à Gaël Faye. Il nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaie malgré tout au dialogue et au pardon, comme un arbre qui se dresse un peu entre ténèbres et lumière. Jarakanda célèbre l'humanité paradoxale, aimante et vivante. En voici un extrait de Jarakanda, c'est lu par l'auteur, Gaël Faye. Stella s'était précipitée dans le jardin. Elle l'avait vu s'effondrer au sol. Son ami, son enfance, son univers. Les hommes aux machettes étaient sales, luisants de sueur, satisfaits d'eux-mêmes. Elle avait poussé un cri de terreur avant de tomber à genoux dans l'herbe, la main pressée sur son ventre, le visage en feu. Depuis ce jour, Stella est internée. Le médecin discute avec sa mère dans le couloir de l'hôpital. Il évoque un stress post-traumatique. Sa mère laisse échapper un rire nerveux. « Cet enfant n'a rien connu de grave ni manqué de rien. De quoi me parlez-vous, docteur ?» Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire. Elle a 21 ans. La mère éclate de rire. Son rire que Stella aime depuis toujours, limpide, en éboulis. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. Les nuits suivantes, Stella peine à fermer l'œil. De longs sanglots, des gémissements incessants et des hurlements parcourent le bâtiment. Dans la chambre jouxtant la sienne, elle perçoit une inquiétante agitation. Ça gratte, ça grince, ça crisse. Le matin, l'infirmière qui lui administre son traitement lui raconte que le patient d'à côté est un homme sans âge, interné depuis des années. La journée, il est prostré sur une chaise face à la fenêtre. La nuit, il rampe sur le sol,
s'agrippe au mur de sa chambre. Stella ne dort pas. Ses angoisses reviennent, vives, acérées. Dans l'obscurité, elle fixe le plafond, guette les mouvements saccadés des geckos, reste attentive au bruit de l'homme cancrelat qui court le long des murs. L'hôpital est un bateau de nuit qui recueille l'humanité du fond du gouffre, les grands brûlés de l'effort de reconstruction, les éreintés des pressions familiales, les épuisés des conventions sociales, les déserteurs de la grande comédie humaine. Mais il abrite surtout ces ombres engourdies qui s'excusent d'être encore. Ces âmes errantes qui vivent dans des contrées sans lumière, coquilles humaines pleines de tourments et de cauchemars impossibles à guérir. Le médecin recommence avec ces questions. Il voudrait qu'elle parle. Il veut comprendre ce qui a provoqué son état. Elle n'ose rien dire. Elle vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions, à faire couler ses larmes dans son ventre. Le médecin insiste. Stella se claque-mur. Le cœur est un secret. Comment confier à cet homme que c'est à cause de l'arbre, de son arbre, son ami, son enfance, son univers, son jacaranda. Chapitre 1 1994 La guerre. J'ignore pourquoi j'ai répondu « la guerre » quand Sophie, la déléguée qui préparait ma défense au conseil de classe, m'a demandé pour quelle raison mes résultats du dernier trimestre étaient si catastrophiques. Elle a insisté. « La guerre ?» J'ai répété « la guerre ». Je suis certaine, j'en mettrai ma main au feu, que ce livre-là a été écrit à haute voix, c'est-à-dire qu'il est lu par son auteur, Gaël Faye. Je suis absolument certaine qu'il l'a, à chaque phrase, il la lisait à voix haute, parce qu'on sent que c'est tellement bien écrit pour être lu, et c'est donc aussi tellement bien lu. Ce Jacaranda, un livre dont vous allez souvent entendre parler à l'émission, parce que, comme je vous le disais, il fait déjà partie des 16 titres retenus pour le Goncourt 2024. Il me semble que je ne parle pas assez souvent de littérature jeunesse, et je m'en excuse, mais là, il y en a un qui vient de sortir. Ça me tentait de vous en parler. Le roi et la reine ne sont pas contents dans Mystère, écrit par Marie-Aude Muraille. C'est lu par Anne Le Contour. Et donc, c'est cette histoire de roi et de reine qui ont une quatrième fille. Oh! Alors vraiment, le roi n'est pas content du tout. Et comble de malheur, quand ses cheveux poussent à cette quatrième fille, à ses filles, ils sont bleus. Mais oui, Mystère, c'est son nom, vit comme une sauvageonne. À l'âge de 8 ans, elle est si belle qu'elle fait de l'ombre à ses frangines, alors ses parents décident de la perdre dans la forêt. Que lui arrive-t-il ensuite ? Mystère. Le château du roi et de la reine de ce pays était absolument féerique, mais à bien y regarder, il n'était pas très grand. Il y avait une chambre pour les parents et une chambre pour les 3 filles préférées. Mystère dormait au grenier. Elle s'était fait un lit avec de la paille et de la vieille toile. La nuit, elle entendait les chouettes dans les arbres, les souris trottant près d'elle et le vent qui fait grincer les girouettes. Elle avait un peu peur, mais justement, c'est amusant d'avoir le cœur battant. Quand elle eut 8 ans, Mystère devint la plus belle des petites filles. Elle avait des yeux noirs comme un puits, des cheveux bleus qui descendaient en vagues sur ses reins et la peau blanche comme un jardin sous la neige. Les princes et les rois qui passaient à la cour ne faisaient jamais de compliments à la reine sur ses 3 filles préférées, mais toujours ils disaient « Quelle est donc cette servante aux cheveux bleus qui monte aux arbres et mange dans le chenil ?»« C'est une souillon !» répondait la reine furieuse. « C'est une souillon sans importance !» Elle était en colère parce que tout le monde s'intéressait à Mystère. Elle finit par dire au roi « Il faut se débarrasser de cette vilaine Mystère, ou bien nous ne marierons jamais nos 3 filles préférées. » Hélas,
soupira le roi, « je suis bien de votre avis. » Le roi appela donc en cachette l'homme à l'habit vert qui dressait les chiens à la chasse. « Homme à l'habit vert, » ordonna le roi, « je te commande d'aller perdre la petite fille Mystère dans le fin fond des bois. » L'homme à l'habit vert alla chercher Mystère dans le chenil et il l'entraîna très loin, dans le fin fond des bois, là où les buissons épineux griffent les jambes au passage. Mais que va-t-il se passer? Il va falloir que vous vous procuriez Mystère 2 élu par Mario de Muraille, bien que j'avais lu un autre nom tout à l'heure. Une autre belle histoire maintenant pour adultes, mais une belle histoire, celle signée par Yasmina Khadra qui s'appelle Cœur d'amande. Ça aussi, c'est une nouveauté. Quelle belle plume. Cette fois-ci, il nous propose l'histoire de Nestor, un narrateur qui a la trentaine, qui vit à Barbès, un quartier dans le nord de Paris, avec sa grand-mère qui a 86 ans, Bernadette. Nestor, il a été abandonné par sa mère lorsqu'il n'avait que quelques jours. C'est sa grand-mère qui l'a élevé et qui lui a apporté tout l'amour dont il avait besoin. Il faut savoir que Nestor vit avec un handicap. Il est atteint de nanisme. Et c'est pour cela que sa mère l'a rejeté. Mais c'est un personnage fort, sympathique. On va découvrir la vie de ce Nestor, ses relations dans ce quartier cosmopolite et populaire de Barbès, toute la solidarité, l'entraide, l'amitié entre ces personnages-là qui gravitent dans ce roman-là. Et malgré, ou peut-être grâce à son handicap, Nestor est une grande figure locale. Ses amis sont prêts toujours à lui venir en aide et il le leur rend bien d'ailleurs. C'est un livre absolument lumineux que je vous recommande. Je vous rappelle le titre, Cœur d'amande de Yasmina Khadra. En audio, c'est lu par Cédric Dumont. En voici un extrait. Je m'appelle Nestor, j'ai 31 ans et je suis un nain. J'ai les yeux clairs, des mèches blondes sur les sourcils pour cacher une légère proéminence frontale et pas de signe particulier notable, hormis une petite cicatrice sur la joue droite, souvenir d'un lointain croche-pied dans la cour de récré. Je vis chez ma grand-mère, à Montmartre, rue de Steinkerque, dans le même immeuble qui m'avait vu débarquer un soir de grande dispute, empaqueté dans des langes souillées, à moitié mort de faim. Nous logeons au 3e étage d'un vieux bâti, sans ascenseur. Notre appartement est petit, mais il a l'avantage de donner côté rue d'Orcel, droit sur le Sacré-Cœur. Quand j'étais plus jeune et insomniaque, je montais souvent à la basilique, vers 4 heures du matin, et je restais là, assis sur une marche, à attendre que le jour se lève sur Paris, qui étalait la prairie de ses lumières à perte de vue. C'était un moment à moi tout seul, un moment où il me semblait que rien ne pouvait m'atteindre. Je vous mentirais si je vous disais que je n'en ai pas bavé. J'ai souvent touché le fond, sauf qu'à chaque tasse bue, je donne une bonne ruade dans la vase, comme sur un tremplin, pour remonter plus vite qu'une torpille. C'est dans ma nature d'encaisser sans jeter l'éponge. J'aime rire, déconner, me faire mousser et rêver. Rêver de sacres improbables, renaître là où les vents s'essoufflent, fermer les yeux et me farcir des univers merveilleux, pavoisés de feux de Bengale, gagner le cœur de la fille que j'ai matée un soir, sans oser l'aborder, pendant qu'elle lisait tranquillement un bouquin sur un banc public, ou bien celui de la belle qui attendait le bus au coin de la rue en parlant dans son téléphone, ou bien encore celui de la Vestale qu'on ne rencontrera jamais. Qui m'empêche de me prendre pour le tombeur des femmes à ailes blanches, ou pour le héros inoxydable de mes films préférés, ou encore pour le conte de quelque chose qui ne dit rien à personne, et qui sera mon titre de noblesse à moi? Je considère l'existence comme une offrande, inespérée, sous une cloche de verre piégée. J'ai le choix entre la contempler en salivant dessus, ou bien soulever la cloche. J'ai choisi de prendre le risque. Il n'y a pas de risque non négociable pour celui qui veut vivre pleinement sa vie. Celui-là doit savoir gérer les échecs, relever les défis, et se désaltérer dans la sueur de son front comme dans une eau bénite. Le monde est une combinaison de haut et de bas, et nous en faisons partie. Personne n'y peut changer grand-chose, mais chacun doit composer avec.
Si le commun des mortels a du mal, parfois, à se regarder dans un miroir, je passe un temps fou à me faire du gringue dans la glace, comme si j'étais une pin-up à poil sur une plage des Caraïbes. Le narcissisme n'est pas un privilège que s'adjugent exclusivement les beaux gosses. Il est, quelquefois, l'expression naturelle de la joie de vivre. Même avec des béquilles ou avec des prothèses, je continuerai de marcher dans les pas du temps, en randonneur subjugué. Lorsque je me relève d'une dégringolade, je me dis « Waouh, sacré Ness, tu es vraiment phénoménal ». Depuis que j'ai décidé de carburer à la nitroglycérine, je tourne à plein régime, et tant pis si je pédale dans le vide. Ce qui importe, c'est refuser crânement d'abdiquer, ne jamais renoncer à son rêve. Si on arrive à prendre son pied là où l'on traîne l'autre, on aura compris comment dépasser ce qui nous empêche d'avancer. Voilà l'histoire de Nestor dans Cœur d'amande de Yasmina Khadra. C'est ce qui vient conclure cette émission de Livres plein les oreilles pour cette semaine. Merci Mathieu Tessier, je m'appelle Clotilde Sey, je vous dis à la semaine prochaine.